Aujourd'hui, j'enquête sur le fiasco annoncé des Jeux Olympiques. Jusqu'à la dernière minute, tous les médias étaient d'accord pour se dire que les Jeux Olympiques allaient être la honte du siècle, et ce, pour la France tout entière. Et finalement, quelques instants après le début de la cérémonie d'inauguration, les accusations se sont calmées, le temps de la fête est ensuite venu, et on s'est mis à être fiers. Fiers de notre ville de Paris, fiers de notre pays, fiers de tout. Mais, c'est pas un peu bizarre ? En quelques instants, on est passé de la catastrophe annoncée qui nous ferait passer pour des parias aux yeux du monde entier à des artistes flamboyants qui sera désormais quasi impossible à égaliser. De plus, il me semblait avoir vu passer quelques titres d'articles ou vidéos YouTube qui insinuaient que toute cette gloire ne serait qu'apparente et la réalité serait bien plus triste. Les Jeux seraient-ils un désastre et une honte et on s'en rendrait même pas compte? J'ai décidé d'enquêter. Et pour cela, j'ai décidé de me rendre aux Jeux Olympiques pour me rendre compte par moi-même. Mais avant, je me suis bien renseigné. Je suis allé voir la flamme olympique dans 2 villes différentes, une moyenne et une petite ville, celle de ma naissance d'ailleurs. Et pour rappel, pendant le passage de la flamme olympique, tout le monde était encore d'accord pour dire que les Jeux Olympiques allaient être une catastrophe. Bon, moi personnellement, ce que j'ai vu dans la flamme olympique, c'est que il y avait des trucs un peu bizarres. Comme les vigiles autour, je les sentais pas. Je sentais comme un truc bizarre. Mais là, c'est que du ressenti. Et c'est pas comme ça que j'enquête. Ici, on fait pas comme certains types de journalisme, on enquête de façon carrée, droite, il y a toutes les sources en description, et puis surtout on vérifie les sources. Le but c'est de rendre ce monde meilleur par l'information. Donc bref, le passage du relais de la flamme, c'était vraiment une fête de fou. Personnellement, j'ai toujours apprécié les Jeux Olympiques, donc ça m'a donné beaucoup d'émotions. Et c'est peut-être aussi la diffusion des Jeux Olympiques qui m'a permis, par leur exemple, de jamais lâcher mes activités sportives. Enfin bref, dans cette vidéo, je vais tout d'abord enquêter et trouver la vérité sur les 3 sujets les plus controversés autour de ces JO. Sans plus attendre, on commence par le premier sujet... la Seine. On sait que des épreuves ont finalement eu lieu dans la Seine. Est-ce que ces athlètes se sont baignés dans une eau dangereuse? Ont-ils dû subir des soins médicaux ou des hospitalisations suite à leur baignade? Les athlètes qui se sont baignés dans la Seine, on les a pas revus après. Peut-être parce qu'ils cachent des épisodes de fièvre ou leur gastro-entérite, voire pire. À ce sujet, on a pu voir cette couverture du Libération, qui est un média très sérieux, nous montrant un athlète plus que malade et faisant foi de 24 autres athlètes ayant reçu des soins médicaux après avoir nagé dans la Seine. Mais cette image est complètement fausse. Si on regarde les vrais journaux parus au cours de cette période, aucun ne correspond. Cette fausse première page fait partie d'une série de contrefaçons reprenant les codes de plusieurs journaux français. C'était une sorte d'œuvre d'art digital créée dans le seul but de semer la confusion. La photo utilisée est pourtant bien réelle, mais cet athlète n'a pas vomi à cause de l'eau de la Seine. Il a annoncé avoir vomi à cause d'une mauvaise gestion de son alimentation et de l'hydratation. Et, je le cite, « Cela n'a rien à voir avec la qualité de l'eau, mon estomac était juste extrêmement plein et cela a fini par être un facteur limitant pour moi pendant la course. Si vous ajoutez à cela 1h40 à faire aussi fort que possible, il va se passer des choses. » Voilà, il a finalement fini 9e de la course, avant avoir vomi. Il y a eu des affirmations sur internet à ce sujet, par exemple la nageuse belge Claire Michel qui aurait été hospitalisée 4 jours. En réalité, oui, elle était bien malade, elle a fait un passage à la polyclinique du village des Jeux, et par la suite, elle est retournée au village olympique tranquillement. L'adjoint au JO à la mairie de Paris nous a assuré qu'il n'y a pour l'instant aucun lien direct entre la Seine et de quelconque maladie. Mais il y a aussi 2 athlètes suisses qui ont été malades et qui ont alimenté la polémique. Pourtant, le président de la Fédération suisse de triathlon a déclaré à France Télévisions qu'il n'y a aucun lien avec l'eau de la Seine. En effet, pour le premier, Adrien Briffaud, il s'agit en réalité de problèmes d'estomac, probablement une infection. D'ailleurs, il s'en est très vite remis. Et pour le second, Simon Westermann, qui lui aussi était réellement malade, tous les soupçons autour de lui sont complètement faux et absurdes, puisqu'il n'a tout simplement pas nagé dans la Seine. Il aurait attrapé un virus. Je tiens à souligner une dernière chose. On a l'impression que toute baignade dans la Seine provoquerait instantanément des maladies ultra graves. Le Figaro, rubrique science, nous rappelle que, le plus fréquemment, le risque est une gastro-entérite. Et c'est pas obligé d'attraper des maladies d'ailleurs. Pour preuve, mi-2023, il y a eu un test de triathlon de 65 concurrents qui ont plongé dans la Seine 1 an avant les Jeux et donc en grande partie avant la fin des travaux d'assainissement de la Seine. Voilà ce que je pouvais dire sur ce premier désastre annoncé. Et on peut dire que les médias ont polémiqué? Je pense bien que oui, tu me diras en commentaire s'ils ont abusé. Et avant que cette enquête s'accélère, avec notamment une enquête sur les lieux des Jeux de Paris 2024, je t'invite à t'abonner, à mettre un like et à partager cette vidéo.
Donc passons maintenant au deuxième cas, et pour celui-là, il y avait nettement moins d'informations sur internet. Je vais donc me rendre sur place pour enquêter. Je t'emmène avec moi pour voir si les transports ont posé un sérieux problème, tant pour l'organisation des JO que pour les spectateurs. Tout d'abord, j'ai fait mon arrivée en train depuis Bordeaux. Une ligne importante pour les JO puisqu'il y avait certaines épreuves à Bordeaux. Habituellement, c'est déjà une ligne bondée avec une affluence importante. Au final, pour mon trajet, tout s'est bien passé, mais c'est peut-être un coup de chance. J'ai donc demandé à Arthur Bocheron, qui a fait beaucoup d'allers-retours pour les JO entre Paris et Bordeaux, pendant tout cet été, de m'éclairer par son expérience. Mais tout d'abord, qui est Arthur Bocheron? Si tu ne le connais pas déjà, c'est un créateur de contenu génial qui partage avec intelligence et bonne humeur sa vie, qui est un petit peu spécial puisqu'il est touché d'un handicap qui l'oblige à être en fauteuil roulant électrique. Comme il est beaucoup intervenu sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, par exemple il a pu être porteur de flammes et il a couvert médiatiquement certains temps forts des Jeux, et voilà, on adore. Il a donc vu les Jeux de l'intérieur et peut nous dire s'il a constaté des désastres. Tout d'abord, c'est un plaisir de t'interviewer, c'est parti. Première question, niveau transport, est-ce qu'au final la guerre annoncée a été réelle? Moi je pense que les transports ont été super bien gérés à Paris parce que c'est vrai qu'on a annoncé que ça allait être la galère, mais beaucoup de bus ont été déployés, ont été mis en place et la flotte de taxis parisiens, donc G7, a été vraiment très agrandi, ce qui fait que maintenant dès qu'on réserve un taxi sur l'application adapté, il arrive en 4-5 minutes maximum, alors qu'avant ça pouvait prendre des heures. J'ai vu, vous avez fait des accueils spéciaux dans les gares, c'était agréable. C'est vrai que les gares, c'était un plaisir parce qu'il y avait du personnel partout pour nous aider dans les Jeux Olympiques. C'est vrai qu'ils étaient là pour nous guider, les stations de taxi accessibles, bien prévenir aussi les usagers étrangers que les métros n'étaient pas accessibles et qu'il fallait donc se rabattre sur des bus. Donc tout a été bien géré à ce niveau-là. Au final, malgré mon ton enthousiaste depuis le début de ce point, dans les transports publics, il y a eu des embouteillages humains à déplorer. La circulation automobile, et ce, même pour les taxis et les VTC, s'est avérée compliquée et n'a pas toujours pu répondre aux besoins de manière fluide. Et ce, malgré toutes les dispositions mises en place. Cependant, ces embouteillages n'ont été que temporaires et particulièrement marqués uniquement lorsque plusieurs événements importants des Jeux se sont produits simultanément. J'ai également pu lire que cette expérience a été forte en apprentissage pour Paris et son réseau de transport, et ce pour tous les futurs événements de grande ampleur. Pour conclure ce point, et avant de passer au suivant, c'est toujours pas maintenant qu'on a trouvé une catastrophe. Les transports se sont révélés à la hauteur, surtout si on prend en compte que Paris est une ville très ancienne et donc moins facilement adaptée aux transports de masse modernes comme les villes plus récentes comme certaines des États-Unis. Et nous voici sur le dernier point. Et il a de quoi nous surprendre, et pas forcément de la manière dont tu le penses. Pendant mon enquête, j'ai observé un phénomène étrange concernant l'offre de logement des Jeux de Paris. Et c'était pas vraiment ce que je m'étais imaginé. Comme beaucoup de gens ici, je savais déjà que, contrairement à ce que les loueurs de logements pensaient bien plus tôt, les prix des appartements et hôtels n'étaient pas énormément plus élevés qu'en temps normal pour une période estivale sur Paris. Mais des phénomènes à cause des Jeux sont venus changer la donne et changer le marché, ce qui a fait qu'un effet surprenant s'est produit. Pour vous l'expliquer de la manière la plus divertissante et la plus efficace possible, j'ai décidé de vous construire une maquette. À la Jamy là, tout ça, tu sais, à la Jamy de Wish. Alors, pour le marché des logements, de manière générale, il y a une sorte d'équilibre naturel qui se fait entre la demande et l'offre. C'est un peu comme une balance, une bascule que vous voyez sous vos yeux. L'offre est symbolisée de ce côté par la frige devant la foule imprimée sur papier, et de l'autre côté, les offres en location qui sont les logements disponibles pendant les Jeux, qui sont de l'autre côté de la balance symbolisés par ces sortes d'immeubles. Au tout début, on imaginait la situation comme ceci. La demande de nuitée hyper élevée par rapport à l'offre en logement disponible déjà très faible dans la capitale vient déséquilibrer la balance de l'offre et de la demande. Le premier mécanisme qui se fait naturellement pour remettre la balance à l'équilibre, c'est de modifier les prix. En mettant des logements bien plus chers, les propriétaires découragent beaucoup de personnes de trouver un logement pour assister à cet événement. Donc ceux disposés à y mettre les prix sont moins nombreux et on retrouve enfin un certain équilibre. Sauf que les propriétaires de logements obnubilés par le profit qu'ils pourraient faire pendant cet événement temporaire se sont mis à rendre disponibles de nouveaux logements en accélérant des travaux, en demandant à des étudiants de partir pendant les vacances d'été ou même en mettant fin à certains contrats de location, ce qui a d'ailleurs provoqué certaines dérives et désastres.
Et tout cela n'a même pas fonctionné, car l'offre de location s'est retrouvée bien supérieure à la demande. L'offre de logement a tout bonnement doublé, passant de 65 000 logements disponibles à louer sur Paris en août 2023 à 130 000 pour les JO. Et pour éviter que ce surplus d'habitations disponibles à la location se retrouve vide, et finalement, plutôt que de générer de gros profits, se retrouve à être vacant et rapporter absolument rien, ils ont baissé les prix pour limiter la casse. Jusqu'à qu'on puisse remarquer qu'à certains moments et certains endroits, les prix des logements étaient moins chers que l'année précédente. Et ce, au même moment, ce qui est quand même pas de chance, puisque les jeux ont littéralement attiré les foules et rempli la capitale de touristes. Pour compléter ces informations, je vous laisse le ressenti d'Arthur qui a dû louer de multiples chambres d'hôtel pour ses rendez-vous pour leur préparation et pendant les jeux. Au niveau du logement, est-ce qu'au final, tu as pu tester Airbnb? Ouais. Donc tous les logements, tout le monde disait que ça allait être une galère, que ça allait être 700 € la nuit. Au final, c'était très raisonnable. Enfin, c'était des prix un peu plus chers que la normale, mais vraiment pas excessifs pour des chambres d'hôtel par exemple. Et maintenant, à Paris, quasiment tous les hôtels sont adaptés avec des chambres spécialement conçues pour les fauteuils roulants, donc des chambres PMR. Donc c'était super simple de pouvoir se loger. Tous les proprios ont mis des prix bien chers. Du coup, ils ont fait quoi? Ils ont rebaissé après? Bon, c'est vrai que tous les proprios ont eu un peu une désillusion. C'est vrai qu'ils ont mis des prix exorbitant au tout début puisque les médias annonçaient que ça allait être impossible de se loger pendant les JO à Paris. Au final, c'était très raisonnable et il y avait de la place. Donc les proprios ont abusé un peu? Donc c'est vrai que certains proprios ont vraiment abusé sur les prix des logements pendant les JO, mais heureusement c'est redevenu à la normale. Au niveau des hôtels, c'était plein? Pour les hôtels, c'est vrai que je m'attendais à des hôtels complets et au final, non, pas tant que ça. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choix d'hôtels encore et je prenais souvent 2 jours à l'avance ou même des fois le jour même les hôtels et j'ai toujours réussi à me trouver un logement. Toi, du coup, t'as vécu comment ces jeux et t'as été dans l'inside un peu? Quelle activité t'as faite? C'est vrai que moi j'ai assisté à plusieurs épreuves et l'escrime, le foot et franchement l'escrime c'était incroyable au Grand Palais. Tout est très bien organisé, tout a été très bien géré pour moi, pour les personnes en fauteuil. On était au premier rang, c'était fou de pouvoir avoir un spectacle comme ça. Donc au final, franchement, c'était super bien organisé. Tout a été fluide et bien pensé pour tout le monde. Et toi qui as participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, c'était comment? Franchement, j'ai eu la chance d'être porteur de panneaux d'une nation à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques sur les Champs-Élysées et place de la Concorde. C'était incroyable de pouvoir vivre ça. C'était un moment de fou. Après, on a pu assister à la cérémonie. C'était magique et encore une fois une organisation incroyable. La catastrophe annoncée des JO, la honte du siècle de la France, est-ce que ça a eu lieu finalement? La catastrophe n'a jamais eu lieu. Moi, j'ai vu un pays uni avec des gens heureux, des gens de tous les pays venant découvrir Paris. Et pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Tu as pu te renseigner un peu qu'est-ce qu'on en pensait les autres pays? C'est bien beau que les Français soient conquis, mais les autres? C'est vrai que moi, j'ai rencontré pendant ces JO plusieurs personnes de nationalités différentes qui étaient venues. Je les ai rencontrées dans la rue, pendant des épreuves. Et tout le monde était super content que voilà, les transports se soient fluides, que la ville soit quand même super propre et que les gens soient sympas et qu'il y ait des gens pour les aider. Voilà, dans les transports, en arrivant aux épreuves et surtout la sécurité au niveau de la police qui a été assez remarquable. Merci pour cette interview, Arthur. Merci à toi. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris directement en commentaire YouTube. N'hésite pas à mettre un like et surtout à t'abonner sur cette chaîne. Je fais des enquêtes dans le seul but d'obtenir la vérité. C'était un honneur pour moi d'avoir pu assister au seul et unique jeu de mon pays de naissance. Et ce, pour toute ma vie, il semblerait. Merci d'avoir regardé cette vidéo.